Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission d'auteur à auteur. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet, je pense, qui devrait vous passionner, qui est le Feng Shui. Avec mon invitée qui est Aurore Passini et qui a écrit un super livre là-dessus dont j'affiche la couverture, donc Feng Shui. Et moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est le sous-titre, L'art d'habiter sa vie, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonjour Aurore et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, merci de me recevoir. Je suis ravie de partager ce moment avec toi et de parler d'espace intérieur, de fluidité et d'harmonie aujourd'hui. Ah, ça, c'est un beau sujet. Ça fait du bien quand on aborde des belles choses comme ça. Et donc, Aurore, entre autres, tu es formatrice en Feng Shui, coach holistique et diplômée en sciences humaines. Je dirais pour remettre les éléments essentiels. Est-ce que ça va pour toi, ça, comme présentation? Oui, exactement. Tu as tout bon. J'ai un parcours en sciences humaines, en psychologie. C'est vrai que moi, je me suis toujours intéressée à l'exploration de l'être, aux profondeurs de l'être. Et c'est vrai qu'aussi loin que je me souvienne, j'avais l'habitude, moi, de pas vraiment me sentir à ma place, d'avoir l'impression que je devais suivre le courant des autres et pas forcément le mien. Je pense que je m'étais un peu déconnectée de mes sensations, de mes émotions, de mes élans naturels. Et de pouvoir embarquer dans la psychologie, c'est vrai que moi, c'était un cheminement qui m'a énormément apporté, qui m'a fait grandir. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose parce qu'on était vraiment plutôt dans une approche, on va dire, curative que vraiment préventive. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé comment on pouvait voilà, appliquer des choses dans son quotidien, dans sa vie, pour éviter justement peut-être de tomber en dépression, de faire des burn-out, voilà. Et donc, mon cheminement m'a amené à découvrir différentes disciplines de l'énergétique. Et le Feng Shui, ça a été une rencontre qui m'a vraiment beaucoup parlé, qui a été vraiment très importante parce que c'est vraiment à partir de là que je me suis rendu compte qu'on pouvait agir sur soi en partant de son espace de vie. Et à partir de là, j'ai continué à me former en énergétique, en géobiologie, en radiesthésie. Et puis j'ai fait des découvertes aussi sur mon transgénérationnel, avec un grand-père qui était rebouteux, énergéticien, avec des petites choses qui ne se disaient pas forcément à la famille, et puis qui ont fait finalement sens. Et je me suis rendu compte que ma vocation et ma donnée, c'était vraiment de pouvoir justement accompagner l'autre dans l'exploration de ses profondeurs pour pouvoir l'aider à révéler le meilleur de ses potentiels et ne plus nager à contre-courant comme moi j'avais pu le vivre. Et je pense que la technique du Feng Shui, c'est vraiment pour moi une des voies qui permet de sortir justement d'avoir l'impression qu'on nage à contre-courant et qu'on n'est pas en phase avec qui on est au quotidien. C'est vrai que, je trouve qu'à partir du moment où on s'intéresse à sa propre énergie, justement à ses émotions et à essayer de trouver de l'harmonie, on ne peut pas ne pas s'occuper de la maison et de comment finalement l'énergie circule dans la maison, comment elle porte l'harmonie, parce que, et tu l'expliques dans ton... Il y a une vraie relation entre la manière dont la maison est agencée et ce qu'on peut vivre sur le plan psycho-émotionnel et même sur ce qui peut nous arriver dans la vie. Est-ce que tu veux détailler un petit peu plus cet aspect-là? Oui, complètement. En fait, nous, on est des êtres vivants et vibrants. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous va s'exprimer à l'extérieur. Et inversement, c'est-à-dire que notre environnement va aussi avoir une influence sur notre état émotionnel, notre bien-être, nos comportements. Et c'est vraiment une relation de vase communicant. C'est à partir du moment où moi j'agis chez moi, je peux vraiment ressentir des bénéfices en moi. Et inversement, quand il y a des modifications qui se passent intérieurement, souvent d'ailleurs on a envie de faire des choses et des modifications chez soi. Et c'est tout le temps comme ça en fait. On est vraiment dans cette relation de vase communicant. Donc à partir de là, on sait qu'on peut vraiment produire un nouvel espace et finalement avoir l'espace d'être soi-même en utilisant son espace de vie justement comme un terreau d'introspection,
qui va nous permettre de révéler des choses de nous-mêmes, puisque finalement, on y expose toute notre histoire, nos potentiels, mais également des fois nos freins inconscients, nos propres limites, puisque tout ce qui va composer l'espace est le reflet de notre propre réalité intérieure. Et toutes nos émotions, d'ailleurs, hein, si on a des conflits Et ça, c'est intérieurs, oui. on va les exposer à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire. Alors, il y a plein de sujets que tu abordes dans ton livre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas une entrée en matière comme on a l'habitude de lire le Feng Shui, tu vois. Et par exemple, tu amènes cette idée de cercle d'influence. Parce que quand on s'intéresse au Feng Shui, comme je l'ai fait, la première chose que j'ai regardée, c'est l'intérieur de la maison, tu vois. Et toi, tu commences pas tout de suite, donc tu nous mets un petit peu en haleine et tu nous dis, voilà, il y a des cercles d'influence qui ont une résonance. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le cercle d'influence? C'est vrai que j'ai vraiment voulu concevoir le livre justement comme une première exploration. Et c'est vrai que je me dis, mais comme c'est un voyage, la première étape, c'est aussi d'aller voir finalement les énergies qui vont entourer l'espace dans lequel on vit. Parce que si on habite dans un hameau ou dans un quartier commerçant, en plein centre-ville, dans un immeuble ou dans une maison un peu plus isolée, ça n'aura pas du tout la même influence au niveau corporel, puisque l'espace, en fait, on le vit vraiment au niveau visuel, ça c'est sûr, mais on le vit aussi beaucoup au niveau corporel. Donc, tout le trajet qu'on va faire pour rentrer chez soi, pour arriver chez soi, déjà notre corps, il va capter tout ça, mais c'est aussi en résonance et en lien avec ce qu'on appelle le chi, hein, le souffle universel de vie qui finalement va animer toute chose qui compose l'univers. Et donc, si ce chi, justement, avant de rentrer chez nous, il se charge de l'influence d'un quartier très, très dense, très commerçant, avec des gens qui sont peut-être préoccupés, ou c'est vrai qu'on voilà, tout ça, ça peut avoir une influence sur la qualité du chi qui va rentrer. S'il passe devant des containers à poubelles, s'il passe devant un cimetière, s'il passe devant des magasins fermés, tout ça, on sent que ça va déjà ralentir et faire baisser le niveau d'énergie. Si déjà notre corps, quand il doit rentrer chez lui, il a besoin de pousser une porte cochère qui est très très lourde, très dure, déjà tout ça, le corps il mémorise tout ça, qu'il y a quelque chose de compliqué. Et alors que le but du Feng Shui, justement, c'est Feng et eau. Enfin, Feng Shui, c'est vent et eau en chinois, et ça représente l'harmonie des fluides. Donc, voilà, l'objectif du Feng Shui, justement, c'est de pouvoir analyser, équilibrer les flux qui vont circuler dans un espace de vie pour garantir le bien-être de ses occupants dans toutes ces dimensions, dans tous les domaines, puisque c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise, et puis où on retrouve finalement le même processus, où lorsqu'on est malade, c'est qu'il y a quelque chose, une énergie qui est bloquée, qui ne circule plus de la bonne façon à l'intérieur corporellement. Donc de pouvoir déjà identifier l'énergie qui va rentrer chez soi, c'est déjà une sacrée étape, et le petit exercice que je donne pour pouvoir explorer cette première dimension, souvent ça donne beaucoup d'indices. Oui, ce qui est sympa dans ton livre, c'est que effectivement, tu nous amènes des connaissances, tu nous amènes des points d'intention, mais tu nous amènes aussi des idées des questions à se poser et des exercices. Et tu nous invites à être beaucoup dans un premier temps dans l'observation. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Comment on peut observer ce qui se passe finalement? C'est vrai que j'essaie vraiment, pour moi, ce qui était important, c'est d'essayer de proposer au lecteur justement une expérience, un voyage un peu initiatique, et pour pouvoir sortir du mental et finalement redécouvrir son propre espace de vie avec un regard un petit peu plus attentionné, un peu plus conscient. Mettre un petit peu plus de conscience, sortir du mental, sortir de l'habitude, pour pouvoir laisser, on va dire, émerger sans doute des choses auxquelles on prête plus attention finalement. Et souvent, quand on ne prête plus attention à certains éléments dans son espace, c'est là qu'on peut oublier qu'il y a des choses qui vont peut-être nous influencer de manière, on va dire, négative, qui vont nous maintenir dans un état émotionnel, dans un même système. Et le but, justement, de nous, en tant qu'être, c'est être spirituel, on s'incarne dans la matière. Et notre objectif, justement, c'est
finalement de pouvoir surfer sur la vague de la vie avec harmonie, avec fluidité, sans rentrer en résistance, sans rentrer en conflit, en étant vraiment au diapason et connecté au rythme de la vie, au rythme des saisons, comme on le faisait avant. Et puis finalement, on voit bien que maintenant, on a vraiment oublié, finalement, on s'est séparé un petit peu de tout ça. Et je pense que c'est important de remettre du sens et surtout de comprendre qu'on n'est pas séparé de notre environnement. Et d'ailleurs que notre première maison, c'est avant tout notre corps. Et de pouvoir revisiter son espace au travers de tous ses sens, là, on peut avoir déjà accès à énormément d'informations et des points justement sur lesquels on peut retravailler pour pouvoir remettre de l'harmonie là où on a l'impression qu'il n'y en a plus. D'ailleurs, c'est vraiment stupéfiant. Je ne suis pas été enseignée en Feng Shui, mais intéressée. Et des fois, justement, de prendre ce temps de regarder, je me suis dit, waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est horrible. Alors, on va changer quelque chose. Et c'est vrai que ce côté observation, je l'ai même fait avec une amie qui n'était pas spécialement, qui croyait pas trop en fait. Et elle a été stupéfaite quand même de regarder comment ça parlait l'organisation, l'agencement, etc. On rentrera un petit peu plus dans le détail après parce qu'il y a d'autres éléments que tu apportes et que je trouvais aussi hyper intéressants et notamment de l'équilibre du yin et du yang dans la maison. Alors, ça, c'est pas mal ça, l'équilibre du yin et du yang dans une maison. Oui, mais oui, parce que finalement, le yin et le yang, souvent, on a tendance un peu à les opposer, alors que c'est finalement deux forces complémentaires qui vont s'auto-alimenter. Et finalement, chaque être vivant, peu importe qu'on soit homme ou femme, on vit et on vibre à la jonction de ces deux courants en permanence. Et de pouvoir justement observer la nature de l'espace, si c'est plus une nature yin ou une nature yang, ou si au contraire c'est équilibré, parce que ça peut aussi, il n'y a pas de recette ou d'idée vraiment préconçue. On peut avoir un espace qui respecte bien ce rythme. Mais c'est vrai que si on est d'une nature peut-être plus introvertie, peut-être plus timide, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille justement chercher un espace qui va faire du sens et qui va nous rappeler notre propre monde intérieur, avec une dimension yin, avec un côté un peu caché, un côté un peu introspectif, quelque chose dans lequel on est vraiment dans le côté cocon. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi remettre un peu cette dimension yang, ou en tout cas d'observer que ce yang, il n'est peut-être pas présent comme il devrait, et que ça peut être un frein après dans notre quotidien, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des moments de réceptivité, d'intériorité, d'intuition, mais on a aussi besoin d'exprimer toutes nos dimensions, de les incarner dans la lumière. Et donc, l'idée, c'est de trouver justement ce juste équilibre chez soi, de pouvoir faire cohabiter à la fois une énergie qui va nous permettre d'être, oui, dans ce principe de réceptivité, qui nous permet de prendre soin de nous, qui nous permet de nous poser, d'être dans une forme de gestation pour pouvoir justement ensuite laisser émerger notre nature et pouvoir nous exprimer, nous montrer au grand jour, montrer qui on est au grand jour, dans la dimension du yang. Et alors, par rapport au yin et au yang, j'avais jamais réfléchi à ça. Dans la chambre à coucher, le lit qui a un côté yin et un côté yang. Oui, intéressant. Ça fait toujours son petit effet. Ça fait toujours son petit effet. Et ça peut être très intéressant, justement, quand on travaille sur la notion de couple. Sur la notion de couple et en tout cas, voilà, sur la place de chacun, puisque moi, je considère que travailler en Feng Shui, c'est travailler sur son territoire intérieur et la place qu'on va occuper aussi ensuite dans sa vie et dans tous les domaines. Et ça peut être très intéressant de voir effectivement que, oui, quand on a la tête de lit derrière soi, en fait, on considère que la place yin, elle est donc à gauche et que la place yang est à droite. Et ça peut être intéressant de voir justement si on a l'homme qui se situe là ou pas. Et pour l'anecdote, nous, c'était inversé avec mon mari. Mais ça faisait sens, puisque lui, il est très connecté, très intuitif. Voilà, il a un pôle féminin très développé. Et donc, à partir de là, ça faisait sens pour lui.
Mais quand des fois on a besoin d'exprimer un petit peu sa nature yang, de prendre un peu plus sa place, d'oser finalement se montrer, bah, ça peut être intéressant justement là, voilà, de se remettre à cette place, à ce moment-là. Donc, tu invites en fait les couples à faire des changements réguliers de côté pour harmoniser, équilibrer le yin et le yang au sein du couple, C'est par ça. exemple, ou pas vraiment? Oui, Ouais, c'est ça. bah, je pense qu'il faut s'amuser. Dans la vie, le but, c'est de s'amuser aussi. Donc, il n'y a rien qui est figé. Et après tout, moi, je pense que ça peut toujours être rigolo, au moins le tester, de voir si on le ressent ou pas. Après, et puis de voir aussi ce que la vie va amener. Parce que souvent, il suffit qu'on change une toute petite chose chez soi, parce que c'est de l'ordre de la vibration, hein. Et quand on change une vibration extérieure, bah forcément, on vibre une chose, une vibration intérieure, et forcément, on n'est plus du tout capté de la même manière par les autres, et on ne vit plus non plus le même champ d'expérience. Et c'est là où ça peut être intéressant d'aller explorer. Oui, Voilà. c'est toujours intéressant. Et alors, par rapport à la chambre, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dorment mal. Alors, mis à part la problématique psychologique, stressante, émotionnelle, bon, où on s'en occupe, mais on sait que la manière dont est agencée la chambre peut faciliter le sommeil et que ça vaut le coup quand même d'aller regarder de ce côté-là. Donc, toi, qu'est-ce que tu proposes, ou en tout cas, quelles sont les idées principales qui sont absolument à éviter pour justement qu'on ne soit pas soumis à un flux d'énergie qui soit plutôt réveillant que Oui, facilitant pour le sommeil? oui. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment voulu sortir de l'écueil la tête au nord. On voit beaucoup, hein, qui est, je pense, une idée un peu reçue de l'ordre dans le feng shui. J'ai vraiment voulu proposer plutôt de se reconnecter et d'observer justement comment on a configuré sa chambre. Déjà, ça peut être intéressant d'aller identifier où se situe la chambre dans l'habitat, parce que ça, déjà, ça peut être un facteur. Bien évidemment, on ne peut pas forcément tout changer. Donc, c'est déjà aussi d'aller observer qu'est-ce qui va composer l'univers énergétique de la chambre. Donc, donc ça, je l'évoque justement dans la roue des 5 éléments. Déjà, d'éviter des conflits d'éléments qui pourraient se retrouver. Eau et feu, c'est quelque chose qu'on peut retrouver régulièrement. Et là, dans ces cas-là, on peut être dans une forme de conflit d'éléments qui vont venir finalement agiter et perturber le sommeil. Ou alors, si on a un espace qui est trop yang, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne va pas inviter au repos. Notre corps, quand il est soumis, on le voit d'ailleurs quand on est soumis à une lumière du sud, tout au long de la journée, bah, ça augmente la pression artérielle. C'est pareil, quand on est soumis à des couleurs trop vives, ça augmente aussi la pression artérielle. Donc déjà, je pense que ça peut être intéressant de voir finalement quel est l'univers. Est-ce que c'est un espace qui va nous permettre de rentrer dans nos profondeurs tranquillement et de sentir déjà si le corps peut commencer à relâcher un peu la tension. Et là, déjà, si on ne ressent pas ça dans l'espace, c'est qu'il y a sans doute des petites corrections, des petits ajustements à faire. Ensuite, ce qui peut perturber le sommeil, c'est effectivement où se situe le lit. On évite de le mettre sous une fenêtre. On évite de le mettre, par exemple, aussi, alors ça, je sais que c'est quelque chose que je peux retrouver souvent, c'est les portes de placard vitrées avec un miroir. Le miroir reflète, renvoie l'énergie. Donc, pour des personnes plus sensibles, c'est quelque chose qui peut les gêner pendant la nuit. Ça peut être aussi des choses qu'on garde sous son lit, des objets bien chargés émotionnellement, bien chargés énergétiquement et qui vont venir infuser un petit peu toutes ces vibrations et perturber le sommeil. Ça peut être l'histoire du lit, d'où vient le lit, d'où vient le matelas. Moi, j'ai quand même un petit conseil, c'est qu'on évite de reprendre les lits de ses aïeux, on évite de garder le même matelas pendant des années et des années. Des fois, ça peut être ne serait-ce que de changer, renouveler l'énergie du matelas. Quand on a tendance à faire des cauchemars, ce qui peut être intéressant aussi, c'est pareil, l'oreiller, il va capter finalement tout notre mental, il va se charger énergétiquement. Donc déjà, on prend son oreiller, on tape dedans bien, voilà, comme une bonne fessée le matin pour vraiment enlever et purifier l'énergie de l'oreiller qui a emmagasiné et qui a amalgamé tout ça. Ça peut être déjà de faire aussi très attention à son linge de lit. Est-ce que c'est un linge de lit qui est plutôt yang
et qui du coup peut un peu nous mettre finalement augmenter en tout cas le taux d'énergie, ou au contraire, est-ce que c'est un linge de lit qui va nous envelopper, dans lequel on va se sentir contenu et dans lequel on va pouvoir se laisser glisser dans le sommeil? Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, et puis, ça peut être aussi un lit en métal. Le métal, en fait, il capte les ondes électromagnétiques. Donc, si en dessous, il y a quelque chose, il y a des… Alors, c'est vrai que moi, je fais toujours une analyse géobiologique en plus. Donc, ça permet aussi d'avoir un regard sur ce qui peut se passer. Ça peut être aussi qu'est-ce que j'ai derrière ma tête de lit, parce que pour bien dormir, il faut que le cerveau reptilien ne soit plus en alerte. Donc, est-ce que j'ai une tête de lit? Est-ce que finalement, derrière le mur, il y a une mise en miroir avec le lit de mes voisins? Est-ce qu'il y a une machine à laver? Est-ce qu'il y a de la tuyauterie? Est-ce qu'il y a des canalisations avec des câbles électriques? Tout ça, ce sont des perturbateurs énergétiques qui peuvent effectivement, mis bout à bout, ou pour certaines personnes, avoir vraiment un impact négatif sur le sommeil. Oui, c'est sûr que ça, moi je trouve que ça vaut le coup quand il y a des difficultés de sommeil d'aller aussi étudier de ce côté-là et de faire appel à un professionnel du Feng Shui, parce qu'on peut s'initier, on peut prendre des idées par-ci par-là sur Internet, mais s'il y a vraiment des problématiques profondes, moi je trouve que voilà, il faut faire appel, faites appel à Aurore. Moi, elle m'inspire toute confiance, hein, franchement, après avoir lu son livre. Je pense que vous pouvez y aller en toute sécurité de ce côté-là. Alors, il y a une autre question aussi, moi, qui est venue. C'est bon, à un moment, tu parles des directions cardinales, donc nord, sud, etc. Et il y a cette fameuse question, mais de quel nord on parle? Parce que on lit parfois, c'est le nord de la boussole, mais des fois, on peut considérer que le nord, finalement, c'est la porte d'entrée. Toi, c'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là? Et puis surtout, est-ce que ça change quelque chose et comment ça peut impacter si on prend l'un ou l'autre? En fait, il y a le nord cardinal, c'est-à-dire le nord de la boussole qu'on va utiliser en Feng Shui, parce qu'effectivement, nous, on est en tant qu'être, on vibre finalement avec une boussole intérieure. Et la lumière du nord, la lumière du sud, la lumière de l'est et la lumière de l'ouest, ce sont donc les 4 directions principales cardinales qui vont avoir une influence effectivement sur notre métabolisme, sur nos comportements, puisque une lumière du nord, on sait que c'est une lumière extrêmement stable, qui va ramener de la paix, qui va ramener de la sérénité. C'est d'ailleurs souvent pour ça que les ateliers d'artistes sont orientés au nord, puisqu'on n'aura pas de changement de couleur, on aura vraiment une lumière stable. Mais après, on a aussi la lumière de l'Est, qui est la lumière de l'éveil. On le voit bien le matin quand on regarde le soleil se lever, les sensations ou les émotions que ça peut procurer de se dire ça y est, c'est un nouveau jour et qu'il y a la possibilité de se recréer au travers de cette journée. Et on a la lumière du sud, c'est la lumière du zénith, c'est celle qui va nous donner l'impulsion, qui va représenter le rayonnement, la manière dont nous, on va se manifester, on va se mettre en lumière dans son quotidien. Et on a la lumière de l'ouest, c'est la lumière du soleil couchant qui va justement, quand on regarde un beau coucher de soleil, on sent qu'il y a une forme d'apaisement, on sent qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, on rassemble ces énergies, on concentre les énergies et ça nous permet même d'être dans une forme de bilan intérieur, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir assimiler ce qu'on a fait tout au long de la journée pour pouvoir justement se recréer sous une autre forme le lendemain. Et ça c'est des directions auxquelles, que ça soit, physiologiquement, elles vont avoir un impact. Donc, on peut les utiliser en Feng Shui en se disant, voilà, moi, par exemple, je vais éviter de préconiser de mettre un enfant soumis, on va dire, avec une lumière au sud, qui va venir éclairer sa chambre, surtout si c'est un enfant qui a tendance à être un peu hyperactif, qui a du mal à se poser. Dans ces cas-là, on va peut-être plutôt lui proposer justement de s'orienter sur une lumière de l'ouest ou sur une lumière du nord pour pouvoir justement lui permettre de s'apaiser, de se remettre en connexion avec sa dimension yin. Mais après, effectivement, il y a une autre grille, et la grille de lecture du Pakwa, dont je parle dans le livre, où là, on est plus dans l'orientation symbolique et où effectivement, la porte d'entrée peut se situer donc soit au nord, soit au nord-est ou soit au nord-ouest. Mais là, c'est parce qu'on est dans une configuration vraiment de l'ordre du symbolisme,
puisque en médecine traditionnelle chinoise, dont est issu le Feng Shui, on est dans l'analogie, la loi des correspondances. Et en fait, une orientation est reliée à un symbole, à une énergie, à des organes, à un domaine de vie, à des couleurs, à des matières, à des tempéraments, des organes, des humeurs. Et c'est là où ça peut être intéressant de voir comment on se positionne dans l'espace avec ce pakwa. Mais donc, il y a deux aspects. Il y a à la fois, effectivement, la boussole, les orientations de la boussole qui vont avoir une influence sur nous, mais aussi, on peut repérer de manière plus symbolique les différents domaines de sa vie avec la grille énergétique pakwa qu'on va superposer au plan de sa maison. Oui, ça, je connaissais pas ce nom, la carte Bagua, j'ai eu un, c'est ça, qui est effectivement la représentation de toutes les zones. Et souvent, les premières zones dont on s'occupe, c'est la zone financière et la zone amour et relations. En général, je ne sais pas pourquoi, mais toujours ces deux zones-là. Et alors, donc, par exemple, la zone amour et relations, l'idéal, parce que on peut considérer l'ensemble de la maison et prendre l'espace qui correspond à cette zone-là, ou dans la chambre. Enfin, toi, qu'est-ce que tu préconises où placer dans l'idéal la zone amour et relations, par exemple? Bah alors, c'est vrai que du coup, avant, je pense, et c'est là où c'était intéressant, c'est que finalement, le Feng Shui, ça faisait partie, donc c'est les médecins traditionnels chinois proposaient justement de faire du Feng Shui. En complément, finalement, il y avait un aspect préventif. L'objectif, c'était de construire sa maison par rapport à cette cartographie. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On voit bien que des fois, on arrive dans un lieu et que la zone, l'idéal en fait pour une zone amour et relation, ce serait d'avoir la chambre du couple. Ça, là, c'est ce qui est le mieux, on va dire, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, l'idée, c'est après, derrière, c'est ce que je propose comme expérience, c'est déjà au moins de pouvoir localiser en fait chacune des zones, repérer déjà si elles sont toutes présentes, parce que là, effectivement, ça peut être aussi un des indicateurs qu'il y a un domaine qui est, entre guillemets, en souffrance, qui n'est pas équilibré, et qui va être intéressant justement dans le lieu de pouvoir rééquilibrer en fait ce manque dans l'énergie, mais de manière subtile, sans forcément passer par je fais des travaux, je casse des murs, pas du tout, quoi. Oui, parce que Aurore, quand tu dis une zone qui serait pas présente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait un escalier ou quoi? Ça veut dire quoi, une zone pas présente, en fait? En fait, l'idéal, c'est quand même d'avoir toujours, parce que le pakwa, en fait, on le retrouve sous la forme octogonale, mais en fait, c'est un carré. Et ce carré, c'est issu de la géométrie sacrée. Et puis, parce qu'on sait que c'est une forme sacrée à laquelle on ne peut rien enlever et on ne peut rien ajouter. Donc, c'est la forme de la perfection absolue. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant et c'est toujours mieux, on va dire, d'avoir un espace avec une forme rectangulaire à laquelle on va pouvoir justement on va pouvoir représenter un pakwa avec toutes les zones. Mais malheureusement, des fois, on a des maisons en L, où on a des maisons un petit peu plus, on va dire, créatives. Voilà. Et on peut se retrouver avec, quand on superpose en fait cette grille de lecture sur son plan, on peut s'apercevoir en fait qu'il y a des zones qui ont des petits manques, voire des gros manques qui n'apparaissent pas. Et là, souvent, c'est qu'effectivement, c'est un des domaines de notre vie et c'est toujours en lien, ça fait toujours du lien, avec lequel il y a une forme de déséquilibre avec laquelle finalement on n'a pas toujours conscience. Mais néanmoins, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de personnes se disent voilà, moi, ce que je veux, c'est tout de suite booster ma zone financière ou relationnelle. Mais souvent, même si on peut avoir cette zone qui est présente, on peut avoir des difficultés malheureusement dans les finances ou dans les relations parce qu'il y a une autre zone qui n'est pas présente. Et en fait, c'est la source, elle se situe ailleurs. Par exemple, il y a une zone qui correspond au système de croyance, à la sagesse, à la manière dont on va apprendre de sa vie. Et elle représente justement toutes nos croyances limitantes,
nos patterns, vraiment ce qui nous a permis de nous construire. Et elle représente aussi la manière dont on va apprendre de son quotidien et dans sa vie. Ce qu'on retient ou au contraire ce qu'on aura tendance à répéter parce qu'on n'a pas compris ce qu'on avait besoin. Et donc, si cette zone, par exemple, elle n'est pas présente, il est évident que dans l'espace, il y aura sans doute des problèmes. Ça peut être en lien avec des problèmes financiers. Par exemple, j'ai la croyance, on m'a toujours dit que dans la vie, voilà, on n'a rien sans rien, ou de toute façon, l'argent, c'est que pour, voilà, c'est que par l'héritage. Ou voilà, c'est des choses qu'on a pu entendre, qui finalement, qu'on a engrammées intérieurement. Et puis, cette zone, souvent, elle est en souffrance, elle est en difficulté, et puis on a des problèmes financiers. Pourtant, la zone financière, elle est présente. Mais c'est parce que au niveau du système de croyance, il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne vibre pas correctement, qui n'est pas harmonieux, que voilà, c'est la source, et puis le symptôme s'exprime ailleurs. Ou au niveau des divorces ou des relations. Oui, ça c'est super intéressant de. Oui. Ouais. Oui, de considérer que c'est pas la zone seule dont il s'agit de s'occuper, mais effectivement de regarder dans d'autres axes, et souvent, si ça bloque quelque part, de pas se précipiter tout de suite sur la zone en question, mais d'étudier plutôt ce qui alimente, à quel endroit de la maison ça alimente ça. C'est ça, ouais. c'est ça. Alors, chaque zone elle vibre en axe. On arrive. C'est ça, elle vibre en axe. Ça, j'en ai pris conscience à un moment, tu vois, mais c'était pas forcément évident au démarrage. Donc, merci pour nous apporter tous ces éléments dans ton livre qui est vraiment, moi, je vous invite vraiment il est simple à lire, il y a plein de conseils et puis tu abordes vraiment tout de manière facile, quoi. On arrive bientôt au bout de notre émission, Aurore, mais avant de se dire au revoir, est-ce que tu aurais 2-3 idées clés à nous donner pour dans l'idée de rendre son lieu d'habitation vivant et vibrant? Déjà, vraiment toujours d'essayer de faire régulièrement un état des lieux. Un petit état des lieux en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais revisiter mon espace de vie comme si c'était la première fois et surtout comme si j'étais en train de le faire visiter à quelqu'un. Et quand on se met dans la posture d'un extérieur, finalement, c'est là qu'il y a des choses qui peuvent peut-être nous sauter aux yeux. Est-ce que c'est des objets qui n'ont plus leur place? Est-ce que c'est des photos de mariage que je garde depuis 15 ans, 20 ans qui figent ma relation et qui mériteraient peut-être d'être renouvelées? Est-ce que j'ai des plantes dont je ne m'occupe plus, que j'ai un peu délaissées? Est-ce que j'ai des lumières qui ne fonctionnent plus? La lumière, c'est l'énergie. Est-ce que ça ne mériterait pas justement de changer les ampoules? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cassées, qui ne fonctionnent plus et qui mériteraient d'aller ailleurs ou d'être recyclées? Parce que tout ce qui ne fonctionne plus, c'est de l'énergie morte en fait. Et donc ça peut plomber un espace énergétiquement. Donc c'est vraiment, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est à chaque cycle. Alors ça peut être en début de mois ou des fois c'est en fonction de la lune. Là, ça m'intéresse de refaire une petite promenade, on va dire, dans mon espace de vie et de voir si tout ce qui compose mon habitat me convient. Et si je sens qu'il y a des choses qui n'ont plus leur place, alors des fois, il suffit juste de changer pas forcément de l'enlever, mais au moins de changer de place. Et c'est comme si on renouvelait l'énergie. Voilà. Et ça, on le sent intérieurement qu'il y a quelque chose qui se remet en place, qui recircule de manière plus convenable. Ça, c'est vraiment un des conseils que je peux donner. C'est vraiment ne rien garder qui ne correspond plus à la personne que l'on est. Parce que l'objectif, c'est vraiment de laisser de l'espace à l'être que l'on veut devenir. Et en sortant finalement du passé ou de toute forme de conflit ou de dualité intérieure. Bon, c'est un bon conseil. Donc, allez-y, les amis, allez vous promener dans votre maison avec un regard neuf et observer. Je suis sûre que vous allez découvrir des choses en disant, oh là, ce coin-là ou cet endroit, ça a l'air d'un peu d'être plombé. Ah non, c'est pas aussi fluide que. Allez-y. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos témoignages en dessous de cette vidéo. Aurore, avant de nous dire au revoir, quel message tu pourrais faire ou tu aurais envie de faire passer à nos amis? Moi, mon message, ce serait que tout le monde a la possibilité de créer sa vie, de recréer sa vie et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser son espace justement comme un terrain de jeu
mais vraiment de tous ces jeux. Et pour pouvoir justement rayonner et que voilà, je pense que le cœur de l'être, c'est vraiment pouvoir surfer sur la vague de la vie avec harmonie. Donc allez-y, n'hésitez pas à utiliser votre espace comme un allié, c'est votre meilleur allié. Merci Aurore, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci à toi. Et merci à vous et à vous tous et toutes de me suivre sur la chaîne et de nous écouter. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée, de bien explorer prendre un petit temps avec un regard neuf, un regard nouveau sur votre lieu de vie. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Ciao à tout le monde.